Alors, on va le faire sous deux parties, puisque c'était convenu comme ça. Je vais vous présenter une première conférence, les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà, et ensuite, on fait la deuxième partie, les 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie. Alors, en fait, cette première partie est calquée sur mon premier ouvrage. Enfin, c'est pas le premier que j'ai écrit, mais sur le premier ouvrage que je vous présente ce soir, les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà, qui est vraiment une commande, je dirais, parce que il se trouve que lorsque je faisais quelques conférences, lorsque j'allais dans des associations ou même dans des salons de livres, on me demandait est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très concret que je puisse offrir à mon père, à mon fils, etc., qui n'est pas du tout branché là-dessus, et je voudrais quand même quelque chose de rationnel et scientifique, mais sans que ça soit trop compliqué. Et donc je me suis mis au travail et j'ai présenté ces 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà, que je vais vous présenter donc cet après-midi. Et ce livre est devenu, je le dis sans porpenterie, parce que c'est la réalité, c'est pas tellement pour moi, mais c'est pour les idées qu'on défend, un best-seller, puisqu'il est traduit en une dizaine de langues, et même en russe, en japonais. Il fait aussi l'objet d'une publication en poche, puisque les droits ont été rachetés par Flammarion, et vous aurez ici des poches à 7 €, donc c'est beaucoup plus accessible dans l'édition J'ai lu Aventure secrète. Et c'est un livre donc qui va nous permettre de dialoguer avec les gens qui sont plutôt, je dirais, opposés à écouter ce genre de discours. Et tout d'abord, je vais vous présenter une enquête qui a été publiée par l'Arval, qui est un institut de sondage, et qui a demandé aux tout venants est-ce qu'ils croyaient en l'au-delà, est-ce qu'ils croyaient à une vie après la mort. Et il se trouve qu'en 1981, 35% des personnes répondaient que oui, ils y croyaient. C'est pas beaucoup. On a refait cette statistique en 2008. C'est 4% de mieux. En 28 ans, c'est pas terrible. Mais ça montre néanmoins qu'au fur et à mesure de nos connaissances scientifiques, au fur et à mesure, des technologies, même les plus sophistiquées, eh bien, la progression va plutôt dans ce sens. Et ce n'est donc pas faire preuve de naïveté que de dire qu'il y a une vie après la mort et que l'au-delà existe. Mais il y a véritablement un tournant qui s'est produit, puisqu'en 2011, on a désormais 53% de nos concitoyens qui pensent qu'il y a une vie après la mort et que l'au-delà existe. Et c'est d'autant plus parlant que cette statistique a été faite en France, vous savez, qui est un pays quand même, on peut le dire, spirituellement sous-développé, on peut le dire comme ça. Et elle est donc parlante. La majorité de nos concitoyens croient à une vie après la mort et que l'au-delà existe. Donc nous verrons au cours de cet exposé les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà. Nous parlerons bien sûr des expériences de mort imminente, near-death experience. Nous parlerons de Pamela Reynolds, de ce qui se produit au seuil de la mort, les out-body experiences, les expériences de décorporation. Nous dirons aussi quelques mots des perceptions mortuaires. Nous parlerons, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de tabou, de la médiumnité, et nous dirons quelques mots de la transcommunication instrumentale. Alors, tout d'abord, la première bonne raison, les expériences de mort imminente ou near-death experience. Alors c'est quoi ces expériences? Ce sont des expériences que vivent les personnes au moment de leurs arrêts cardiaques. Des personnes qui, au moment où leur cœur s'arrête, vivent toutes la même chose, quelles que soient les cultures, les philosophies ou les religions. En gros, c'est toujours la même séquence événementielle qui arrive. C'est un voyage que nous ferons tous. Nous n'aurons pas le retour, mais l'aller, oui, l'aller simple. Pour beaucoup, pour la plupart d'entre nous. C'est quoi cette expérience? Eh bien, ce sont des personnes qui disent être sorties de leur corps, avoir vu ce qui se passait autour de leur corps, et même à distance de leur corps. Avoir pu percevoir des événements qui se produisaient au moment où leur corps était supposé être en coma profond. Raconter ces vécus, on vérifie et on voit que ce que ces personnes ont vécu, c'est réellement passé. Tout se passe comme si leur esprit avait pu voyager à travers l'espace
même à des kilomètres, et souvent à des kilomètres de l'endroit où était leur corps physique. C'est cette expérience-là, enfin, c'est ce phénomène-là, qui est le plus interpellant pour nous, scientifiques, parce qu'on se dit, bon, l'expérience dans l'au-delà, le paradis, etc., on pourrait dire, c'est une hallucination. Mais là, quand les personnes vous racontent ce qu'elles ont vécu et qu'on s'aperçoit que ce qu'elles ont vécu est bien réel, bien là, on peut se dire que oui, l'expérience est bien réelle. Il y a ce passage dans le tunnel, et il y a aussi ce passage dans la lumière, une lumière qui est décrite comme étant une lumière d'amour, un amour inconditionnel qui est tellement puissant qui balaye d'un revers de main tous les amours terrestres. C'est d'ailleurs un petit peu vexant pour nous qui sommes sur cette planète et qui sommes très malheureux de voir nos êtres chers partir de l'autre côté. Ben, eux, non, pas du tout, ils sont tristes d'une seule chose, c'est de nous voir pleurer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer, être cher, évidemment, c'est normal, on le verra dans la deuxième partie. Mais c'est dire quand même la puissance qui nous attend de l'autre côté, la puissance de cet amour qui nous attend de l'autre côté. Ça n'a rien de commun avec les amours terrestres. Voilà. Et ils sont confrontés à leur vie, quelquefois, les événements rétrocognitifs, ils voient défiler leur vie dans les moindres détails, des détails qu'ils avaient souvent oubliés. Ils sont confrontés donc au bien qu'ils ont fait, au mal qu'ils ont fait. Ils ressentent le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres comme si c'était à eux-mêmes qu'ils avaient fait, au moment de l'expérience. Ils voient aussi quelquefois des événements précognitifs, c'est-à-dire qu'ils devinent leur futur. On en parlait encore en venant tout à l'heure avec nos amis. Je connais une personne qui s'appelle Jean-François Billaudot, qui a vu, qui est devenu médium ensuite, qui a vu son futur. Il a vu la situation dans laquelle il s'est trouvé quelques années après. Il était accoudé à une fenêtre et il voyait une femme qu'il ne connaissait pas au moment de l'expérience, et une petite fille. Et il se trouve qu'il a vécu après cet événement, puisqu'il s'est retrouvé donc dans cette situation avec cette femme qui est devenue son épouse et cette petite fille qui est devenue sa fille. Donc il s'est promené dans son futur, il a eu séquence précognitive. Il y a cet être de lumière qui apparaît bien souvent et qui vous dit qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait pour les autres? Parce qu'il semblerait effectivement que la grande leçon qui soit tirée de cette expérience, c'est que ce qui compte le plus sur cette planète, ce n'est pas la représentation sociale, ce n'est pas le nombre de voitures que l'on a, la superficie de sa maison, les biens matériels. Donc tout ça, c'est peanuts, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est de savoir aimer les autres. Comment a-t-on aimé les autres quand on était sur cette planète? C'est la grande leçon qui ressort de cette expérience. Et ils n'auront de cesse, ensuite, lorsqu'ils reviennent dans leur corps, que de vouloir aider et aimer les autres. Ce qui fait que certains vont développer des facultés paranormales, dites paranormales, qu'on connaît bien en CROPS, devenir magnétiseurs, guérisseurs. Certains deviendront médiums ou artistes. Ils vont vouloir recréer ce qu'ils ont vu de l'autre côté, peindre les paysages qu'ils ont rencontrés, créer les musiques qu'ils ont écoutées lorsqu'ils étaient dans la lumière. Il va y avoir une limite, une frontière qu'il ne faudra pas dépasser, et puis il y aura des gens qui viendront, des entités, donc des êtres chers décédés, des guides spirituels, des anges, Dieu même quelquefois, pour certains, qui conseilleront, même, ça sera comme une injonction, de revenir dans son corps, réhabiter son corps, pour continuer sa vie terrestre. Et cette expérience restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute leur vie. C'est-à-dire la puissance de cette expérience qui est complètement transformatrice. Alors, la fréquence, elle est importante. La fréquence, 4% de la population planétaire aurait vécu cette expérience. Alors, c'est pas tout à fait 4%, en fait, on a calculé que ça faisait 60 millions. Vous voyez, 60 millions, ça ne fait pas 4% de la population planétaire. Et il est sûr que sur cette planète, il y a des endroits où on a plus de probabilité d'être réanimé d'un arrêt cardiaque que dans d'autres pays beaucoup plus sous-développés au point de vue médical. Il est sûr que si quelqu'un fait un arrêt cardiaque cet après-midi, en plus je suis là, donc je sais qu'il y a d'autres médecins aussi, il y a plus de probabilité d'être réanimé que si vous êtes à Tombouctou par exemple. 18% des arrêts cardiaques
Ça, c'est une étude qui a été publiée par Pim van Lommens, cardiologue des Pays-Bas, qui a publié ce chiffre à propos de 344 arrêts cardiaques qui ont été réanimés. Il a publié ce chiffre dans une revue à comité de lecture qui s'appelle The Lancet, mais ça a été publié en 2001, et c'était une étude qui datait un petit peu, puisqu'elle était 10 ans avant. Donc vous voyez, on est quand même en 2015, il était temps de réactualiser les choses. Cette réactualisation a été faite il n'y a pas très longtemps, et ça s'est passé en France, puisque j'ai eu l'honneur et le privilège de diriger une thèse de doctorat en médecine sur ce sujet. Ça faisait la deuxième thèse que je dirigeais. Première thèse qui a été soutenue à l'hôpital Bichat de Paris sur les expériences de mort imminente. Et la deuxième thèse donc, qui a été soutenue par François Lallier, je donne son nom parce que bientôt il sera très connu puisqu'il commence à faire des conférences sur ce sujet-là, et tant mieux qu'on soit de plus en plus nombreux à le faire. Je lui conseille vivement aussi d'écrire un livre qui soit une traduction de sa thèse, parce qu'une thèse médicale, vous savez, c'est un petit peu, c'est des statistiques, c'est un petit peu indigeste. Donc je lui ai demandé de faire un livre, j'espère qu'il le fera, destiné au grand public sur ses résultats, qui sont très surprenants quand même. Parce qu'il a étudié, donc lui, 118 arrêts cardiaques, et il a vu qu'il n'y avait pas de corrélation entre le passé psychologique et la prise aussi de psychotropes par rapport à l'expérience. Donc il a démontré que c'était plutôt en faveur de quelque chose qui n'avait pas une corrélation hallucinogène ou due à des psychotropes. Dans cette thèse aussi, on a eu le culot, je dirais, de présenter mes recherches sur la conscience, que je vous présenterai tout à l'heure, qui stipule en particulier qu'il y aurait une forme de conscience totalement indépendante du cerveau, que j'appelle la conscience intuitive. Donc ça, c'est vraiment un scoop, parce que inscrire ça dans une thèse de doctorat en médecine, c'est un petit peu gonflé, on avait un petit peu peur, et c'est désormais inscrit dans les chromosomes de la médecine qu'il y a cette possibilité de conscience extra-cérébrale indépendante du cerveau. Donc vous voyez, on se détache de la matière. Et on a eu aussi la joie d'avoir la récompense maximale pour cette thèse le 15 décembre. À la faculté de médecine de Reims, il a reçu donc la récompense maximale, à savoir donc mention très honorable et félicitations du jury. Elle va faire l'objet d'une publication internationale. Et vraiment, c'est une belle avancée parce que dire qu'il y a l'hypothèse de la conscience indépendante du cerveau, c'est quand même un grand pas que fait la médecine dans la reconnaissance de quelque chose qui était jusqu'à présent dans le domaine exclusif matériel. Vous savez, la médecine actuellement est dans la pensée réductionniste matérialiste. Et là, vraiment, on fait, je pense, un pas significatif. Il y a eu aussi un autre travail qui a été publié par Sam Parnia, peut-être que vous avez dû entendre parler de ça. La presse grand public a repris en disant c'est la thèse la plus importante publiée sur un nombre le plus important d'arrêts cardiaques. En fait, oui, plus de 2000 arrêts cardiaques, mais en fait, il n'y a pas eu 2000 arrêts cardiaques qui ont été interrogés. C'était une cohorte d'arrêts cardiaques et Samparnia en a interrogé 101, à peu près comme François Lallier, qui lui en avait interrogé 118 pendant 3 ans. Il a fait ce travail, un travail de recherche fastidieux parce que c'était quelque chose d'assez incroyable ce qu'il voulait faire et c'était sur son temps et il s'est investi pendant 3 ans. C'est pour ça que je pense qu'il ne va pas lâcher le morceau comme ça, il va continuer ses recherches. Et là, je suis très heureux parce qu'il n'a même pas 30 ans et il va avancer à grands pas vers quelque chose qui va nous dépasser probablement au point de vue résultat lorsqu'on saura un petit peu plus sur ses expériences. Alors, par rapport à ces expériences, que nous disent les détracteurs? Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je remercie, je les bénis chaque fois, ces détracteurs, parce qu'ils nous font avancer, ils nous font argumenter. Et c'est une chance de les avoir. Ils nous disent quoi? Ils nous disent, ils ne sont pas revenus de la mort. Personne ne revient de la mort. S'ils étaient morts, s'ils étaient vraiment morts, ils ne seraient pas revenus. Et ça, il faut dire que c'est tellement véhiculé pendant des générations et des générations que c'est dans nos chromosomes, cette croyance
qu'on ne peut pas revenir de la mort. On l'a appris de nos parents l'ont appris de nos grands-parents, enfin de leurs grands-parents même, et puis nous, on aurait tendance à l'apprendre à nos enfants. Mais non, voyons, on ne revient pas de la mort. Sauf que, aujourd'hui, grâce au progrès de la réanimation, on revient de la mort clinique. Tout simplement. C'était impossible avant, mais aujourd'hui, c'est possible. La définition de la mort clinique en réanimation ne souffre pas à peu près, c'est très précis. La mort clinique, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral qui est attesté par un électroencéphalogramme plat. Lorsqu'on a un électroencéphalogramme plat, on a un état de mort clinique. Et on sait aujourd'hui que dans les 15 secondes qui suivent un arrêt cardiaque, on a un électroencéphalogramme plat. Il y a plusieurs publications là-dessus qui l'attestent. Dans les 15 secondes qui suivent, l'électroencéphalogramme plat. Et on sait aussi que dans les conditions optimales de surveillance de nos activités cardiaques, c'est-à-dire dans nos unités de soins intensifs, dans les réanimations, on a une période incompressible d'au moins 2 minutes avant de faire repartir un cœur. C'est dire que toutes les personnes qui ont connu un arrêt cardiaque et qui en sont revenues ont bien connu un état de mort clinique. Ils sont revenus de la mort. Et il faut les écouter. Dans 18% des cas, ils nous racontent comment ça s'est passé et on voit bien qu'ils sont tous allés visiter la même chose, un au-delà. Alors, ils ne vont pas avoir le même discours parce que ça va dépendre, bien sûr, de nos religions, ça va être imprégné par nos cultures. Et il est évident que si vous prenez un habitant de hier, un Esquimau et un Russe, vous l'envoyez à Venise, vous allez avoir 3 discours différents. Mais on va bien s'apercevoir au bout du compte qu'ils sont allés visiter la même ville. Parce qu'il va y avoir des corrélations qui vont se faire, il va y avoir des séquences événementielles qui vont avoir lieu. Et les enfants aussi racontent ces expériences avec leur langage. Par exemple, un enfant vous dira, parmi ceux que j'ai interrogés, un enfant vous dira « J'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul » pour décrire l'être de lumière. Donc il va le dire avec ses mots. Et puis, la vérité sort de la bouche des enfants, n'est-ce pas? Donc voilà, il faut les écouter. Vous voyez ce chiffre, il est quand même intéressant. 18% des arrêts cardiaques. Mais François Lallier et moi, nous sommes convaincus qu'il y a 100% d'expérience. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure dans la deuxième partie. Nous n'avons que 18%. Alors, ils ne sont pas revenus de la mort, c'est faux. Et je suis désolé, ça c'est scientifique. La mort clinique, c'est l'électroencéphalogramme plat, c'est plus d'activité cérébrale corticale. Alors certains vous diront encore, mais peut-être qu'il y a une activité dans le cerveau qu'on ne sait pas encore mesurer, et peut-être que c'est cette activité-là qui produit cette expérience. C'est quand même assez fou d'avoir ce raisonnement, de se dire que lorsqu'un organe fonctionne moins bien, il est plus performant. C'est comme si vous disiez, la voiture va plus vite lorsque le moteur est arrêté, et donc c'est quand même le moteur qui fait marcher la voiture. Mais non, là, on a la preuve qu'on a des possibilités de perception, de cognition beaucoup plus importantes que lorsque notre cerveau fonctionne normalement. Et là, il fonctionne pour le moins, on peut dire, moins bien quoi, que lorsqu'il est actif. D'autres ont dit, ben, si ce n'est pas ça, c'est cette stimulation de ce gyrus angulaire. Le gyrus angulaire droit, c'est une zone du cerveau qui est située entre le lobe temporal et pariétal droit. Et là, c'est Olaf Blanc qui a fait une série de tests là-dessus parce qu'il s'est aperçu une première fois qu'en stimulant cette zone chez une femme qui était consciente, il voulait détruire une zone malade, épileptogène, et on se balade avec une sonde pour tester, parce qu'il ne faudrait pas, bien sûr, détruire une zone stratégique du cerveau. Donc, il se promène dans cette zone, et au moment où il est dans ce gyrus angulaire et qu'il stimule cette région, la personne dit « Je suis sorti de mon corps. Je vois mon corps. » Stupéfaction dans la salle, ils arrêtent la stimulation, la personne dit « Je suis revenu dans mon corps. » À 2 reprises, ils font l'expérience, à 2 reprises, elle dit être sortie et revenue. Olaf Blanc publie cette expérience dans Nature. Là aussi, c'est une revue quand même assez sérieuse, et refait toute une série de tests. Chaque fois qu'il se promène dans cette zone, il recueille les impressions. Et effectivement, les personnes disent que chaque fois qu'elles sont stimulées au niveau de cette zone, elles disent être sorties de leur corps et voient leur corps comme si elles étaient dessus, dessous ou sur le côté. Mais elles sont incapables de décrire une plaque située sous la table d'opération, comme Jean Morzet. Ce qui se passe dans une salle d'attente ou à des kilomètres de là, ça n'a rien à voir avec l'expérience de décorporation,
de la mort provisoire. C'est une vision endoscopique externe reproductible par cette stimulation de ce gyrus angulaire. Une hallucination. Il faut bien vous dire que vous pouvez vous aussi être victime de ce genre d'hallucination. Si on vous stimule une zone bien précise du cerveau, vous pourrez avoir l'impression, par exemple, qu'on vous touche l'index de la main droite, je dis n'importe quoi, mais vous aurez une hallucination, vous aurez cette impression qui ne sera pas réelle. Et là, dans l'expérience de mort provisoire, on a bien une expérience réelle, puisque les personnes peuvent décrire ce qui se passe sans se tromper, à distance de leur corps. D'autres ont dit, ben, si ce n'est pas ça, c'est alors l'hypoxie, un manque d'oxygène du cerveau qui va produire une vision de tunnel. Parce qu'effectivement, lorsque vous avez le lobe occipital, qui est situé derrière la tête, là, qui reçoit moins d'oxygène, eh bien, vous pouvez avoir une impression d'un flash lumineux qui va se rétrécir et qui va devenir un trou noir. Un petit peu comme nos vieilles télés à tube cathodique, pour ceux qui ont connu ce temps-là. Lorsqu'on les éteignait, on voyait ça, un flash, puis un point qui se rétractait, et puis plus rien. C'est ce qui se passe lorsqu'on a une hypoxie au niveau du lobe occipital. Mais ça n'a rien à voir avec, bien sûr, ce qui est ressenti par les expérienceurs, puisqu'ils disent être passés dans un tunnel avec une lumière qui était bien plus puissante que le soleil, mais qui ne les éblouissait pas. On voit bien que ce n'est pas du tout la même chose. Ils ont dit que cette hypoxie était capable de produire des sorties de corps, des hallucinations en fait. Mais non, Pim van Ommen, encore lui, ce cardiologue des Pays-Bas, a mis en évidence un patient qui était à la fois en situation d'hypoxie et d'hypercapnie. C'est-à-dire il ne recevait pas suffisamment d'oxygène et il n'était pas en situation d'hypercapnie. Il était plutôt en situation d'hypercapnie. Eh bien, il a montré qu'il n'y avait pas de corrélation. Il a aussi montré qu'un patient qui était en arrêt cardiaque et qui avait pu décrire sa réanimation sans se tromper, il a dit j'étais au-dessus, moi j'ai vu tout ce qu'on m'a fait, et en même temps on lui a ponctionné du sang dans l'artère fémorale. C'était le but, ponctionner l'artère fémorale pour mesurer le taux d'oxygène et de CO2. Il était au-dessus, il a vu l'infirmier qui essayait, qui n'y arrivait pas, enfin il a pu décrire de façon très précise ce geste-là. Et là, on a montré que ce n'était pas en corrélation, puisqu'il n'y avait pas de baisse d'oxygène, il n'y avait pas d'augmentation de CO2 au niveau de ces gaz du sang. D'autres ont dit, ben, si ce n'est pas ça, ce sont les endorphines. Les endorphines, vous savez, on en a tous. Elles sont libérées lorsqu'on est stressé ou lorsqu'on a un accident, ou lorsque notre organisme, comme chez les marathoniens, est sollicité de façon très importante. C'est une hormone qui permet de nous rendre euphoriques et aussi de supprimer la douleur. On le voit surtout, peut-être, certains d'entre vous sont médecins et ont fait du SAMU, on le voit, ce sont des gens qui sont cassés de partout, ils sont polytraumatisés, pourtant ils n'ont pas mal, ils sont même euphoriques. Quelquefois on pense même qu'ils sont alcoolisés parce que tellement ils sont euphoriques, on fait une alcoolémie négative. En fait non, ce sont les endorphines. Mais ça ne peut pas être une shoot d'endorphines qui procure un changement de vie. On n'a jamais vu un morphinomane, après un shoot de morphine, changer de vie, comme c'est le cas chez les expérienceurs. C'est une expérience positive, pas du tout chez ceux qui sont soumis aux endorphines. D'autres ont dit, ben, oui, le cerveau reconstitue une histoire. Le cerveau nous joue des tours. Oui, il a vu sa grand-mère, mais tout ça, c'est le cerveau qui a reconstitué l'histoire. Il a vu sa grand-mère décédée dans l'au-delà, mais bon, il le savait, sa grand-mère. Sauf qu'il se trouve aussi qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas la personne qui était de l'autre côté. Comme c'est le cas de Mathieu Meyer, un expérienceur. Et Mathieu Meyer, percuté par une voiture, donc fait l'expérience classique, il va dans l'au-delà, il voit bien avant sa réanimation, il va dans l'au-delà, et dans l'au-delà, il rencontre une entité qui se trouve être un jeune garçon qu'il ne connaissait pas. Et ce jeune garçon lui dit, il faut revenir, tu as des choses à faire. Donc il revient dans son corps. Il revient dans son corps et, transformé par cette expérience, lui aussi, il rencontre plus tard une femme, et cette femme lui montre en fait le portrait
de l'homme qu'il avait rencontré de l'autre côté, qui se trouve être son fiancé, qui s'était tué en moto, et donc qui était décédé au moment de l'expérience de Mathieu Meyer. Et c'était lui qui lui avait demandé de revenir sur cette planète pour aider sa femme. Sa femme était très émue de cette expérience, et elle ne comprenait pas parce que c'était quelqu'un de très jaloux, je ne vois pas comment il aurait fait ça. Mais oui, la jalousie n'existe plus de l'autre côté. Et tout est amour, et voilà. Donc c'est une belle histoire. Et Ben Alexander aussi a fait la même expérience. Peut-être vous connaissez son histoire, ce professeur de neurochirurgie qui travaille à Harvard, que je vais retrouver à San Francisco au mois de novembre, puisqu'on doit faire une conférence ensemble sur les expériences de mort imminente. Lui, au moment de son expérience, n'était pas du tout, mais alors pas du tout branché sur ce sujet-là, sur cette spiritualité-là, puisque lui, il travaillait sur les cerveaux et il pensait donc que oui, tout était expliqué par le cerveau. Il s'était un petit peu intéressé aux expériences de mort provisoire et il avait dit que oui, c'était une hallucination reproductible, tout ça, il ne croyait pas du tout. Sauf que une méchante bactérie, Escherichia coli, lui provoque une méningoencéphalite et le réduit à l'état de coma profond. Et dans ce coma profond, avec une activité corticale inopérante, prouvée aussi par ses IRM, puisqu'on a l'avantage d'avoir son document avec ses IRM qui passe en conférence. Et lui, donc, il fait une expérience, il va dans l'au-delà, il rencontre une femme, il fait un voyage, il appelle ça, le livre s'appelle Mon voyage au paradis. Il fait un voyage sur des ailes de papillon géants, il écrit ça comme ça, et il est avec une femme qu'il ne connaissait pas. Il revient ensuite à l'état normal, puisque maintenant il n'a aucune séquelle, il va tout à fait bien. Et il a rencontré 4 mois plus tard, après son expérience, cette femme qui se trouve être sa sœur biologique décédée au moment de son expérience. C'est-à-dire qu'au moment de l'expérience, eh bien, cette sœur biologique qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vue, il l'a rencontrée sur la photo, eh bien, elle l'avait accompagné tout le long. Donc vous voyez que là, on ne peut pas dire que c'est son cerveau qui a reconstitué l'histoire. C'était une histoire, une image qu'il n'avait même pas stockée dans son cerveau. C'est la rencontre avec les défunts, les images stockées. Les détails visuels de la NDE, ce sont des détails qui sont essentiellement précis quand même, très précis. Comment des aveugles de naissance auraient-ils pu avoir des perceptions qui correspondent à ce que nous voyons, disons, être des images ou des films? Totalement impossible. Et pourtant, les aveugles de naissance ont eu ces perceptions-là, avec autre chose que leurs yeux. Donc vous voyez que ces expériences de mort provisoire ne peuvent pas, avec tous ces arguments, être des hallucinations. La deuxième bonne raison, eh ben, c'est l'exemple de Pamela Reynolds, cette fameuse expérience qui a défrayé la chronique et qui continue à faire couler beaucoup d'encre de sa vie. Je vous résume les choses. Pamela Reynolds est une jeune femme qui souffre d'un anévrisme du tronc cérébral. Elle a une poche de sang qui menace à tout moment de se rompre. On décide de faire une chirurgie, je dirais, très très risquée, qui s'appelle le procédé de Steinstiel, qui consiste à arrêter la circulation cérébrale pendant plusieurs minutes pour pouvoir dégager cet anévrisme, pour pouvoir le soigner et l'enlever. Pour ce faire, on est obligé de couper la circulation cérébrale pendant plusieurs minutes, pratiquement 1 heure, à cette température actuelle que nous avons tous, il y a une lésion irréversible des neurones au bout de 3 minutes. Donc il faut protéger le cerveau, puisqu'on va le priver d'oxygène, on va le priver de sang pendant plusieurs minutes, pratiquement 1 heure. Pour faire ça, il faut refroidir le cerveau à 15 degrés 5. À cette température, il n'y a aucune possibilité d'avoir le moindre échange biochimique entre 2 neurones. On plonge Pamela Reynolds en hypothermie, on arrête sa circulation cérébrale, on pourrait l'avoir endormie bien sûr, et on l'opère. À son réveil, elle décrit une expérience de mort provisoire typique. Elle est sortie de son corps,
Elle a vu ce qui se passait, elle a pu décrire les temps opératoires, les instruments utilisés par le chirurgien, la conversation qui avait eu lieu entre le cardiologue et le chirurgien. Tout a été noté sur un cahier de bloc opératoire. Elle est passée de l'autre côté après avoir vu le tunnel, son oncle qui l'a poussé dans son corps, tel comme si on m'avait poussé dans une piscine d'eau froide. C'est comme ça qu'elle a perçu le retour brutal dans son corps, et elle a pu décrire tout ça. Alors là, quand même, c'est une preuve documentée. Elle a vu avec autre chose que ses yeux, de façon parfaite, puisqu'elle a zoomé sur les instruments. Elle a entendu avec autre chose que ses oreilles, et elle a intégré tout ça avec autre chose que son cerveau, puisqu'il ne fonctionnait pas. À 15 degrés 5, un cerveau ne fonctionne pas, est incapable d'avoir la moindre perception sensorielle, est incapable d'avoir la moindre mémorisation des choses. Et là, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et là, malgré ça, les détracteurs nous disent, oui, elle avait un électroencéphalogramme plat, mais peut-être qu'elle avait une activité résiduelle qui ne marchait pas au niveau enregistrement, mais qui fonctionnait bien de façon effective. Bon, c'est faux, je vous l'ai dit tout à l'heure, comment un moteur arrêté pourrait faire marcher une voiture plus vite. D'autres ont refait le coup de ce fameux gyrus angulaire. La sortie de corps de Pamela Reynolds est due à une baisse d'oxygénation, de l'anesthésie générale par la vasodilatation, qui baisse la pression artérielle cérébrale et atteint le fameux gyrus angulaire qui avait déjà été stimulé, qui avait provoqué une sortie de corps chez certains. Je ne vous refais pas la démonstration du gyrus angulaire, vous voyez que ça ne tient pas une seconde, c'est pas du tout la vision otoscopique externe qui est reproductible, puisque la sortie de corps est non seulement sur notre propre corps, mais sur les objets qui ont été utilisés par les chirurgiens. D'autres ont dit, oui, mais peut-être que Pamela Reynolds, elle a visualisé ça pendant qu'on l'installait. Elle a vu les instruments, peut-être. On ne l'avait pas encore endormi, ça c'est totalement impossible. Les gens qui font de la chirurgie, peut-être qu'il y en a ici, le savent. On ne sort pas les instruments chirurgicaux avant que le patient soit endormi, jamais. On le fait toujours après. Pour réduire le temps d'exposition aux bactéries, on ne va pas précipiter les choses en sortant les instruments chirurgicaux sur la table d'opération. Donc, au moment où les instruments chirurgicaux ont été sortis, Pamela Reynolds avait été endormie et son cerveau avait commencé à se refroidir. Oui, alors si c'est pas avant, c'est après. Mais après, non. C'est pas possible non plus, parce que après, Pamela Reynolds n'a pas été réveillée dans le bloc opératoire. Elle a été réveillée en réanimation, parce qu'on l'a emportée en réanimation et on l'a réchauffée. On ne peut pas réveiller quelqu'un à 15 degrés 5. Il faut réchauffer progressivement et ça prend plusieurs heures. Donc Pamela Reynolds n'a pas été réveillée, elle n'a pas pu voir les instruments. Au moment de son réveil, il y avait une belle lurette qui était probablement décontaminée et on voyait la stérilisation et les instruments pour servir à une autre personne. Elle dit aussi, cette théorie anti-Pamela Reynolds, qu'il y aurait une interprétation par les bruits entendus. C'est-à-dire que Pamela Reynolds a compris que c'était un instrument avec une scie parce qu'elle a entendu les bruits d'une scie. Elle a compris qu'on lui vidait son cerveau de son sang parce qu'elle a entendu des bruits d'écoulement. Là aussi, c'est faux puisque, d'abord, on ne peut pas être aussi précis dans la description de l'instrument qui avait été utilisé pour l'opérer. Elle n'a pas dit une scie, elle a fait la description exacte. Elle dit que c'était comme une brosse à dents avec des dents sur le côté. Même en entendant ce bruit-là, on ne peut pas décrire l'instrument de façon aussi précise. Et puis en plus, elle ne pouvait rien entendre surtout, parce qu'on avait mis un dispositif de potentiel évoqué auditif, c'est-à-dire on émet un petit piquetis dans l'oreille et on enregistre la conduction neuronale pour savoir si le cerveau a une activité. Et là, bien sûr, il faut que tout soit plat. L'électroencéphalogramme était plat, le potentiel évoqué auditif ne répondait pas. Donc on est sûr, là, dans ce document, que le cerveau de Pamela Reynolds ne fonctionnait pas. Et donc, on peut dire que Pamela Reynolds est bien revenue d'une mort clinique. C'est vraiment une deuxième bonne raison de croire à l'au-delà, vu ce qu'elle nous raconte après. La troisième bonne raison, c'est ce qui arrive au seuil de la mort. J'ai fait une petite étude statistique personnelle que j'ai soumise à des confrères qui voulaient bien participer à cette étude, ou à des infirmières surtout.
qui m'ont répondu. C'est vrai qu'elles sont beaucoup plus au contact des mourants que nous, nous sommes plutôt des prescripteurs, des médecins réanimateurs. Et on a mis en place un tableau par ordre d'apparition, par ordre de fréquence. Au moment de la mort, on a tous à peu près la même attitude, alors qu'on est très différents quand on vit. Quand on parle de la mort, on a des attitudes très différentes. La plupart fuient, très rares sont ceux qui veulent en parler, mais parmi ceux qui veulent en parler, on a des attitudes aussi différentes. Eh bien, au moment de la mort, en premier lieu, il y a plutôt une résignation tranquille des gens. Ils sont tranquilles finalement. Ils sont pas dans la peur. Ils sont plutôt dans la sérénité et la paix intérieure. Deuxième élément par ordre d'apparition. Ils sont dans la spiritualité. Ils invoquent Dieu et ils prient souvent. D'autres sont euphoriques. Et j'ai vu ça souvent. Je vois souvent ça. Vous savez que dans mon service de réanimation, on meurt beaucoup. C'est pas parce que c'est moi, mais... c'est partout pareil. Hein. Dans les services de réanimation, c'est des endroits où on meurt le plus. Et... j'avais un patient, il me dit, vous savez docteur, je vais mourir bientôt, je le sais, oui, c'est vrai, il allait mourir, je le savais, j'ai aucune raison de lui mentir. Et il était en insuffisance cardiaque terminale, on ne pouvait pas lui faire de greffe cardiaque, parce qu'il était trop âgé et trop fatigué. Et il savait qu'il allait mourir. Il me dit, mais qu'est-ce que je regrette ma vie? Toute ma vie, j'ai eu peur de la mort. Et toute ma vie, je ne croyais pas en Dieu. Et maintenant, je me suis aperçu combien j'avais tort. Maintenant que je vais mourir, je crois en lui et il me tarde d'être devant lui-même. Alors, vous voyez, il avait retrouvé la foi en étant proche de la mort. D'autres fois, des paysages magnifiques, des lacs, des prairies avec des fleurs, c'est assez émouvant. Bien sûr, il n'y a que qui les voient. Vision médiumnique. Il voit des défunts aussi, certains voient des défunts. Et c'est là où on se dit que ça ne peut pas être une hallucination, parce qu'il se trouve que des gens qui vont mourir voient quelquefois des personnes qui ne savaient pas être décédées. C'est-à-dire que pour ne pas cacher, pour ne pas plutôt rajouter du malheur au malheur, on avait caché le décès de la personne, et là la personne voit apparaître l'entité qui se présente au pied de son lit. Alors bien sûr, l'entourage est très choqué par ça, parce que comment l'information lui est arrivée? Non, l'information ne lui est pas arrivée, elle est réelle. L'entité se présente devant lui et l'accompagne donc vers l'au-delà. Beaucoup d'infirmières m'ont témoigné, en particulier dans le livre La médecine face à l'au-delà. Je remercie les infirmières qui, sans le couvert de l'anonymat, m'ont confié ce qu'elles avaient vécu. Et donc des patients ont vécu ces apparitions au moment où ils allaient mourir. Je vous l'ai mis parce que c'est la vérité. Il y a aussi, je ne sais pas pourquoi, très peu de gens, quand même, pour vous donner une idée, ça fait plus de 20 ans, 25 ans que je fais ce métier, et j'ai dû en voir moins de 10, des personnes qui étaient terrorisées au moment de mourir, qui étaient terrorisées par ce passage. C'était pas forcément des gens qui étaient sans religion ou quoi, mais je ne sais pas pourquoi, quelques-uns ont de terreur au moment de mourir. Donc vous voyez, hallucination, ça ne peut pas être une hallucination lorsque l'entité qui se présente n'est pas connue en tant que décédée par la personne qui va mourir. La quatrième bonne raison, ce sont les expériences de sortie de corps. J'ai étudié 124 cas de personnes, 124 dossiers de personnes qui sont sortis de leur corps en dehors de l'expérience de mort provisoire. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont capables, soit de façon spontanée, soit de façon provoquée, d'avoir une dissociation de leur corps avec leur esprit. Dans les circonstances de survenue, 84% de personnes, c'est involontaire et spontané. C'est d'ailleurs assez bizarre parce que dans la perception, vous avez 74% d'agréable. Alors on peut se dire que si c'est spontané,
si c'est pas recherché, si c'est involontaire, ça doit être quand même assez gênant de se retrouver dissocié de son corps pendant quelques secondes. Et pourtant, non. La majorité des gens qui vivent ces expériences vivent ça comme quelque chose de plutôt agréable. 8% des personnes, ce sont des sorties de corps pendant les anesthésies générales, pour 8% des cas. Pour 6%, ce sont des personnes qui se font de façon volontaire et induite. Alors là, ce sont des personnes qui sont capables de sortir de façon à la demande, comme ça. Une anecdote un petit peu pour vous faire sourire, mais c'est tout à fait étonnant. C'est un monsieur qui s'appelle Jacques, qui était appelé Papé Jacques par son beau-fils, puisqu'il était donc avec cette femme dans son lit un soir, et elle se faisait du souci parce que son fils n'était pas revenu. C'était un adolescent un petit peu turbulent, et c'était en plein milieu de la nuit, à 3h du matin. Bon, ce fameux Papé Jacques dit, ne t'inquiète pas, je vais voir où il est. Hop, il sort de son corps et il se retrouve, c'est lui qui vous raconte ça, instantanément devant lui, il était dans un bistrot en train de s'alcooliser, il buvait des bières, etc. Et il lui dit, il te faut revenir, maintenant tu dois revenir. Bon, il revient dans son corps et il dit à sa compagne, t'inquiète pas, je l'ai vu, il va revenir. Effectivement, quelques temps plus tard, ils entendent la porte de la chambre qui s'ouvre et l'adolescent est revenu. Le lendemain, explication de texte quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il lui dit, mais je ne sais pas pourquoi, je suis revenu, je ne sais pas pourquoi. Je lui dis, moi je vais t'expliquer pourquoi, c'est moi qui suis... il dit, non, je t'ai pas vu, mais si, je suis sorti de mon corps, j'étais devant toi, et puis je t'ai dit de revenir, et tu es revenu. Et alors, bien sûr, l'adolescent rigole, il ne croit pas du tout à cette chose-là. Sauf que le Papé Jacques, en question, lui décrit la scène, lui décrit le bar dans lequel il était, lui décrit aussi une scène de dispute entre un couple qui s'était passé derrière lui au moment où il y avait eu cette scène. Alors là, l'adolescent a été bluffé, et il lui a dit, Papé Jacques, promets-moi que quand je fais l'amour avec ma copine, donc ça voulait dire qu'il avait compris, quoi, que c'était possible. Pour lui, c'était probant. J'ai un cas aussi d'un joueur de foot qui est dans votre région et qui a fait une sortie de corps, et il raconte que cette sortie de corps lui a permis de visualiser pendant le match la façon dont il fallait que son équipe marque le but. Vous voyez, donc ça peut servir quand même des fois. 92% des cas, c'était des gens qui étaient plutôt en décubitus dorsal, donc allongés. 8% des cas autres. 96% relaxation profonde. 4% pendant une activité physique. Ça existe aussi témoignage pendant l'amour des femmes qui... Je n'ai pas chez les hommes, je ne sais pas pourquoi, mais il paraît que les femmes arrivent à faire ça pendant l'amour quelquefois. Perception agréable, en l'occurrence là, oui, 74%, je vous l'ai dit tout à l'heure, 26% non communiqué, 6% désagréable. Oui, il y a des gens qui sont vraiment gênés avec ça, parce qu'ils marchent dans la rue, ils sont décalés, ils sont vraiment perturbés avec ça. Je vous le dis parce que peut-être il y en a parmi vous qui ont ces phénomènes. C'est le centre Noesis en Suisse qui s'occupe de ça, qui fait passer des tests, ils ont quand même quelques moyens financiers, donc ils font aussi des examens sur le cerveau, des IRM des personnes au moment où ils font ce genre de choses, et ils ont des résultats qui sont quand même assez intéressants. Dans ma tranche d'âge, c'était des gens qui étaient entre 13 et 84 ans, avec une moyenne de 38 ans, 78% de femmes, 22% d'hommes. Le milieu socio-culturel semble indifférent, et la religion aussi, elle est rarement d'ailleurs exprimée. En tout cas, les gens qui vivent cette expérience, eh bien, dans 65% des cas, ils disent croire à une vie après la vie. Dans 35% des cas, ils ne communiquent pas ce sentiment, et en tout cas, j'ai trouvé personne dans ces 124 cas étudiés qui était capable de me dire qu'il n'était pas un esprit dans le corps, et qu'une fois que le corps cessait d'exister, ben, l'esprit ne continue pas. Donc personne qui ne croit pas à une vie après la vie, après avoir vécu une expérience de mort, de sortie de corps. La cinquième bonne raison, ce sont les perceptions mortuaires.
Alors les perceptions mortuaires, c'est une bonne raison de croire à l'au-delà, je vous garantis que ça en est une, parce que si je suis devant vous, moi, cet après-midi, c'est que j'ai vécu moi-même une perception mortuaire. Il faut vous dire qu'avant cette expérience-là, j'étais ce qu'on appelle un abruti intégral. Oui, j'étais abruti par mes études de médecine. On m'avait expliqué que ça fonctionnait comme ça et pas autrement, que nous avions un cerveau, non, plutôt que nous étions un cerveau. Et que lorsque ce cerveau s'arrêtait de fonctionner, eh ben, tout s'arrêtait. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de vie après la vie, il n'y avait plus de... voilà, c'est ce qu'on vous apprend et qu'on vous redit tous les jours à la faculté de médecine, que nous sommes essentiellement une espèce de robot biologique en quelque sorte, qu'il faut réparer de temps en temps. Voilà comment on voit les choses actuellement, encore malheureusement. C'est d'ailleurs assez surprenant cette façon de se comporter dans la vie, parce que quand on interroge des collègues médecins, il y en a quand même pas mal qui ont une religion. La plupart d'entre eux ont une religion. Il n'y a pas que des athées ou des agnostiques. Il y a beaucoup de médecins qui ont une religion. Et dans toutes les religions du monde, on dit bien qu'il y a une vie après la vie. Alors c'est quand même bizarre. Ils mettent leur blouse blanche. Ils n'y croient pas, ils l'enlèvent, ils y croient. C'est une façon assez schizophrénique de se comporter dans la vie quand même. Mais pourtant c'est comme ça. Donc je vous disais, oui, j'étais un abruti intégral. Je pensais que ça se passait comme ça. Il n'y avait pas de choses possibles. Il n'y avait pas de vie après la mort. Il n'y avait pas d'espoir, aucun espoir possible. Et puis j'ai vécu une expérience personnelle en SAMU. Je me destinais à une carrière de médecin généraliste. Et j'ai voulu m'inscrire à un stage de SAMU parce que il fallait se débrouiller dans l'urgence. Je voulais être médecin de campagne, donc voilà. Mon épouse, qui avait programmé aussi d'abandonner ses études de professeur de gym pour venir seconder, c'est dire que tout était planifié. Et pourtant, en quelques secondes, tout a basculé. Mon avenir a basculé. Vous voyez, en quelques secondes, à quel point on peut changer, quoi. À quel point on se croit des fois sur une autoroute et puis pof, ça bifurque. Et là, donc, je me trouvais dans une situation pitoyable pour le médecin que j'étais, en SAMU, avec un accident grave, beaucoup de gyrophares, 2 blessés, plutôt 2 cadavres allongés sur le bord de la route, qui étaient recouverts d'un drap blanc, et puis ce pompier qui me dit, docteur, venez en bas, il y a un enfant, enfin, il y a un jeune qui est resté coincé dans la voiture. On avait découpé un trou, et il fallait que je passe dans ce trou avec ma valise pour le secourir. Il était coincé jusqu'à la partie inférieure de son thorax par des tôles qui l'écrasaient. Il avait été multicoupé au niveau de son visage et il émergeait de ce fratras de tôle que ça, son thorax, son visage, ses 2 bras. Et là, il fallait rapidement que je le perfuse, il fallait rapidement que je remplace le sang qu'il avait perdu par les lésions d'écrasement. Si vous ne faites pas ça rapidement, si vous ne remplissez pas les vaisseaux rapidement par des solutions macromoléculaires, eh bien, le cœur s'arrête. C'est une pompe, le cœur s'arrête. Et là, du fait de mon émotion, mon incompétence, mon inexpérimentation, je ne suis pas arrivé à le perfuser. Je revois encore ma main qui tremblait sur ce bras livide qui fouillait encore sans trouver. Et est arrivé donc ce qui devait arriver, il est mort sous mes yeux. J'ai vu cette pupille qui se dilatait, j'ai vu aussi cette étincelle de vie qui partait, et surtout, j'ai senti, et physiquement senti, une présence qui partait du haut de son crâne et qui m'a frôlé le visage sur la droite. Et c'était une présence qui était à la fois vivante et joyeuse. Ça paraît absurde de dire ça. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti de façon très profonde, très intime. Je me suis dit, et c'est ça, nous sommes un esprit dans un corps, et cet esprit se libère au moment de la mort. Et je me suis souvenu de ce livre publié dans les années 70 par Raymond Moody, qui s'appelle La vie après la vie, qui a été ensuite publié en plusieurs langues, 13 millions d'exemplaires. Et là, on raconte dans ce livre que des gens
qui avaient connu cette expérience étaient la plupart du temps sortis par le haut de leur crâne, avaient connu la séquence événementielle que je vous ai donnée en début d'exposé, et moi je l'avais ressenti en tant que témoin. C'était en quelque sorte une expérience de mort partagée, Raymond Moody l'appelle comme ça. Il a publié d'ailleurs ce livre, Les témoins de la vie après la vie, en même temps que je faisais cette, vous voyez, encore une synchronicité, que je faisais cette étude sur les perceptions mortuaires. Donc moi je les appelle perceptions mortuaires, c'est moins joli que ce qu'il a trouvé comme expression, les expériences de mort partagée. Et on s'est retrouvé avec Raymond Moody, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, à Marseille, pas loin d'ici, le colloque organisé par Sonia Bacala, où il y avait aussi, peut-être certains d'entre vous y étaient, Eben Alexander. Donc, cette expérience m'a montré que nous sommes un esprit dans un corps, comme les gens que j'ai interrogés. J'en ai interrogé quelques-uns, et exactement 64. Dans 42 cas, c'était une expérience qui se faisait à proximité de la personne. C'est-à-dire que la personne, comme je l'ai vécu, avait une perception tactile dans 11 cas, ou une expression visuelle dans 31 cas, des brouillards, des fumées lumineuses. Jean-Pierre Postel, le docteur Postel, qui est chef de service en réanimation à l'hôpital de Sarlat, qui fait lui aussi des études sur ce sujet, peut-être que vous le connaissez aussi, a eu une expérience comme ça qu'il a transformée. Il a perçu l'image de son père qui partait dans le tunnel au moment où il est mort. Il était dans son box de réanimation, il se trouvait avec son épouse, qui est médecin, son fils, qui est infirmier. Ils étaient tous les 3 dans le tunnel à un moment donné. Et quand je dis 3, c'est même pas 3, c'est 4, puisqu'il y avait aussi le grand-père, le père, le beau-père, le même homme, qui partait dans le tunnel, et c'est son fils qui lui a demandé de se libérer et de partir dans la lumière. Ils ont vécu cette expérience à 3, ils ont vécu la même chose. Ils ne se voyaient pas entre eux, mais ils voyaient le père qui partait dans la lumière, ils ont vécu cette expérience de mort partagée ensemble. Et c'était une expérience qui était tellement forte qu'elle a aussi transformé la vie de Jean-Pierre Postel, puisque maintenant il se consacre beaucoup à ce sujet en faisant des études sur ce sujet. Peut-être que vous êtes au courant, sur ces fameuses enveloppes qui sont disposées dans les centres de réanimation, peut-être on en reparlera plus tard si vous voulez. Donc, impression visuelle de brouillard, de fumée lumineuse qui s'élève au-dessus du corps pendant l'arrêt cardiaque. Impression aussi peut se faire à distance, dans 22 cas. Des intuitions, brouillard, malaise, perte d'énergie. Par exemple, une femme conduit sa voiture et est tout à coup interrompue dans sa conduite, elle a les jambes coupées, comme lorsqu'on a une émotion très forte, des charges d'adrénaline qui fait une vasoconstriction, qui provoque cette sensation. Elle ne peut plus conduire, perte d'énergie, et elle a une pensée pour son frère. Au même moment où elle a eu cette sensation, eh bien, son frère partait de l'autre côté, décédé, au même moment. Des apparitions dans 9 cas, ça c'est très surprenant, ce sont des gens qui apparaissent de façon tout à fait inattendue. Comme cette femme qui est dans son lit, c'est tard la nuit, et elle voit apparaître une silhouette lumineuse qui est celle de son ami. Son ami qui était en parfaite santé, donc elle n'avait aucune raison de douter de quoi que ce soit, d'être inquiète de quoi que ce soit. Et en fait, il a eu un accident mortel au même moment, et il venait donc lui signifier ce départ de cette façon. Impression olfactive dans 3 cas. Papier particulier qui brûle, fumée de cigarette. L'autre cas, c'était un parfum, une eau de toilette. Et impression tactile aussi, mais à distance. Alors il se trouve que si vous faites le total, 17, 9, 3, 3, ça ne fait pas 22, parce qu'il y a des gens qui ont en même temps olfactive et tactile, par exemple, ou qui ont une intuition et l'apparition. En tout cas, les gens qui ont vécu ça, eh bien, oui, après avoir vécu ça,
on est à 93% persuadés qu'il y a une vie après la mort, 7% n'ont pas communiqué, mais ça leur semble sûrement évident. Et dans 0% des cas, la personne ne croit pas à une vie après la mort. Dans les perceptions à distance, j'ai oublié de vous parler de cette professeure de français qui témoigne de façon non anonyme dans mon livre, donc elle prend quand même quelques risques. Et elle a vécu à distance une mort particulière. Elle était dans son lit, pareil, et elle, je ne sais pas pourquoi, elle a voulu prier. Et puis elle se rendort. Et dans la même nuit, elle vit quelque chose qui ne ressemble pas du tout à un rêve. Elle se trouve dans une chambre d'hôpital à Londres. Alors comment c'est-elle que c'est à Londres? Elle ne sait pas, mais elle est persuadée que c'est à Londres. Et chambre d'hôpital, ça se reconnaît assez facilement. Sur le lit, il y a un homme qui est en train de mourir, qui lui demande de la suivre. Il s'élève au-dessus du lit et il lui demande de la suivre. Et il se trouve que cet homme, elle le reconnaît, il ne le connaît pas personnellement, mais elle le reconnaît, il s'agit de Mort Schumann, du chanteur Mort Schumann. Et le matin, elle se réveille donc avec cette perception étrange d'avoir vécu quelque chose qui ne ressemble pas à un rêve. Elle prend sa douche, elle met la radio et elle entend que la même nuit, Mort Schumann est décédé dans une chambre d'hôpital à Londres. Donc là aussi, il y a de quoi se poser beaucoup de questions. La 6e bonne raison, c'est la médiumnité. Alors, la médiumnité, c'est encore plus sulfureux. Quand on est médecin, s'occuper de médiumnité, ça paraît un peu improbable quand même. Je vous ai dit qu'avant mon expérience en SAMU, j'étais un abruti intégral, mais je ne suis pas pour autant passé quelqu'un de forcément éclairé. J'étais passé au stade d'abruti moyen, puisque je ne croyais pas du tout à la médiumnité, je ne pensais pas du tout que c'était possible. À l'époque, j'avais publié quelques livres confidentiels et on me demandait quelquefois d'aller faire quelques conférences. Bon, j'en faisais quelques-unes. À l'INSA, au CNRS, ça faisait des milieux autorisés scientifiques, à l'école d'infirmière, en faculté de médecine, je parlais des expériences de mort provisoire, que j'appelais autrefois imminente. Vous avez vu que c'est pas du tout la même chose. Et puis je vois, vient me rencontrer un président d'association d'aide aux personnes en deuil, qui vient me dire, docteur, je sais que vous faites des conférences sur les NDE, j'aimerais bien que vous veniez chez moi en faire une, parce qu'on s'intéresse à tout ça, on est une association d'aide aux personnes en deuil. Il y en a beaucoup en France, 70 associations comme ça, qui se sont, loi 1901, qui se sont créées pour aider, et ça, ils font un travail formidable, pour aider les gens qui souffrent donc d'un deuil particulièrement douloureux. Et en particulier, ce sont les gens qui ont perdu des enfants, puisque ce n'est pas dans la logique des choses de perdre un enfant. Donc, ces associations font un travail formidable. Je ne connaissais pas du tout. Alors, il me dit, venez, vous passerez. Et puis, en première partie, il y aura un médium avec vous dans la production. Je dis, quoi, un médium? Ah non, non. Médium, je ne vais pas aller me produire avec un médium. Déjà, que ce que je fais, c'est un peu contesté. Donc, si en plus je viens avec un médium, si on me voit affiché avec un médium, non, non, je ne viens pas. De toute façon, moi, je ne crois pas du tout à la médiumnité. Ça, je ne l'ai pas dit, mais à l'époque, pour moi, c'était tous des charlatans qui exploitaient la misère humaine pour se faire de l'argent. Voilà, je pensais que c'était réducteur. Je ne le connaissais pas, comme bien souvent. Quand on ne connaît pas, voilà, on a des avis non autorisés, quoi, presque. Et il me dit, mais venez, dimanche, il y en a un, vous verrez bien. Comment ça se passe? Je dis, après tout, pourquoi pas? Je vais aller voir ça. Donc, je vais dans cette assemblée. Effectivement, il y avait beaucoup de monde. Puis on sentait que vraiment, il y avait quelque chose qui était de lourd. Hein, des gens qui étaient en souffrance, en demande, en tout cas. Et puis il y avait sur une pupitre, comme ça, une petite table, il y avait un médium. En l'occurrence, c'était un Réunion, qui à l'époque ne me connaissait pas, moi non plus. Et puis qui commence à dire, Madame, là, derrière vous, là, je vois un jeune enfant, il doit avoir 4 ans, et il me montre un ours en peluche bleu. Et la dame lui dit, oui, effectivement, elle est très émue, elle pleure, c'est mon enfant, on l'a perdu, et cet ours en peluche bleue, on l'a mis dans son cercueil. Je dis, ok, ça c'est une complice. Ouais. Pour moi, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. Ça pouvait être que ça, quoi, un truc aussi précis.
c'est qu'il y en avait partout, les complices. À droite, à gauche, derrière moi. Mais enfin, ce type, comment il a fait pour payer tous ces gens? Il ne doit pas lui rester grand-chose après sa prestation. Et puis ça tombe sur moi, comme par hasard. Il me dit, il ne me connaissait pas. Il était censé ne pas me connaître. Ah oui, je vois, on me dit à l'oreille là, que votre maman est fatiguée, mais ça va mieux. Elle a eu un abattement de santé assez grave, mais ça va. Effectivement, on l'avait opéré de sa vésicule biliaire, on lui avait enlevé. Bon, c'est une intervention qui est, somme toute, assez bénigne. Je l'avais endormi, ça s'était bien passé. Ils ont même fait une enquête sur toi. Ils savaient que tu venais. Et puis il me sort une histoire que j'étais seul à connaître. Une femme que j'avais aidée, son prénom. Une veuve. Le prénom de son mari décédé. Je dis, mais ça alors, ça c'est incroyable. Donc, ça m'a perturbé. Effectivement, j'ai fait cette conférence chez eux. J'ai vu un réunion travailler, j'ai vu d'autres médiums travailler, beaucoup de médiums travailler, puisque j'ai fait des dizaines de conférences après dans ces associations. Et là, je me dis qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Il y a un contact qui est réel. Les signes de reconnaissance sont tellement précis qu'on ne peut pas les inventer. C'est impossible d'inventer des signes aussi précis. Comment les informations pourraient-elles arriver comme ça, avec des signes aussi précis? Si ce n'est que, bon, il faut admettre dans notre dissonance cognitive que ce contact, cette relation avec l'au-delà est possible. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai bien changé, puisque maintenant je vous expliquerai en deuxième partie, je travaille en bloc opératoire et en réanimation et des médiums pour un programme qui j'espère fonctionnera, qui commence à porter quelques fruits. On en reparlera en deuxième partie. Et je crois qu'il y a des gens qui sont particulièrement doués pour recevoir des informations des disparus. Perception visuelle, perception auditive, perception tactile, perception olfactive ou gustative. On voit bien que tout ça est relié aux perceptions sensorielles. C'est extrasensoriel, mais c'est relié au sens dans la délivrance des informations. Possibilité d'avoir des informations sur le passé, le présent et le futur, comme dans l'expérience de mort provisoire, où les gens avaient des visions précognitives et rétrocognitives. C'est exactement la même chose. On a vraiment l'impression que c'est un accès à une même nébuleuse d'informations. Que nous disent les détracteurs? Alors, ils nous disent, ben oui, les médiums, si c'était vraiment un don de Dieu, ça devrait être gratuit. C'est quand même assez bizarre, ça aussi. Parce que on peut se demander qu'est-ce qui n'est pas un don de Dieu. Est-ce que avoir de la mémoire, faire des études de médecine, je ne dis pas qu'il faut avoir que de la mémoire, mais ça compte beaucoup pour les études de médecine. C'est pas un don de Dieu. Est-ce que jouer au football, ce n'est pas un don de Dieu? Pourtant, ils se font payer. Est-ce que, enfin, à partir du moment, la vie est un don de Dieu. À partir du moment où on rend service à la société, je crois qu'il y a un échange quand même, dans la mesure possible. Il faut que ça soit raisonnable. Il ne faut pas aussi que ça soit des faux médiums, parce qu'il y en a aussi. Il faut mettre en garde. Il y a des charlatans. Il y en a aussi dans la médecine aussi. Il y en a partout des charlatans. Ils sont dans le milieu médical, ils sont dans la médiumnité aussi. Mais il y a vraiment des gens qui rendent service et qui ont cette possibilité-là, cette faculté-là. On a tous des facultés différentes, on est divers donc, dans nos aptitudes et dans nos compétences. Et il faut récompenser ces compétences, ces aptitudes. Sinon, le médium en question, il est obligé de faire un autre travail. Et un médium, c'est un homme, une femme, il faut qu'il vive, il faut qu'il mange, il faut qu'il... Voilà. Donc, s'il fait un autre travail, il va nous priver de cette faculté par un manque de temps. Donc, il y a des gens qui sont capables de canaliser au moment même où ils veulent canaliser, et qui savent couper au moment même où ils veulent couper. Alors, il y a d'autres médiums qui ont la médiumnité sauvage, moi j'appelle ça, qui sont capables de faire ça, et qui reçoivent véritablement des informations. Donc, en général, ceux-là, ils sont contre moi c'est gratuit, je suis le vrai médium parce que c'est gratuit. Non, c'est pas du tout ça. Ils sont capables de recevoir aussi, mais de façon sauvage, mais ils ne sont pas du tout capables d'avoir des gens qui viennent les consulter et délivrer les messages au bon moment. D'autres disent, oui, la médium, il empêche de faire le deuil, parce qu'il pense toujours faire le deuil, on ne peut pas oublier comme ça. Faire le deuil, c'est pas oublier. Faire le deuil, c'est accepter, tout simplement.
Et c'est quand même une façon d'accepter. Je pense que quand on est médecin, on ne peut nier la faculté thérapeutique dans la souffrance du deuil de la médiumnité. Moi, j'ai vu des parents complètement détruits qui ont retrouvé un équilibre psychique grâce à ce formidable espoir de l'après-vie, grâce à un signe de reconnaissance précis que leur a donné leur cher disparu, leur enfant en particulier. D'autres disent oui, mais les médiums, ce sont des mentalistes où ils font ça par télépathie. Ils puisent l'information dans le cerveau des consultants. Là, ce n'est pas non plus possible parce qu'il y a des fois où le médium va donner une information qui est complètement inconnue du consultant. Et le consultant vérifie après que l'information était exacte. Donc vous voyez, ça ne peut pas être ça non plus. Et j'ai vu des cas de xénoglossie, c'est-à-dire que le médium se mettait à parler d'une langue qu'il ne connaissait pas, en l'occurrence le polonais, là, dans le cas que j'ai eu à observer. C'était un médium qui s'est mis à parler polonais, il ne connaissait pas du tout, il n'a pas compris du tout ce qu'il disait. Et en fait, il se trouvait que c'était une dame qui était là, et c'était le jour de son anniversaire, c'était son papa décédé, qui venait lui souhaiter un bon anniversaire en polonais. Donc ça, il ne pouvait pas non plus l'inventer. Et on dit aussi fausse prédiction, mauvais médium. Alors c'est la voyance et la médiumnité, c'est différent, vous le savez. La médiumnité, c'est être en contact avec le disparu, la voyance, c'est d'avoir des facultés précognitives. Et ceux qui font de la physique quantique le savent, on a des futurs potentiels. C'est l'observation qui crée notre réalité, ce que nous dit la physique quantique. Donc on a tous des futurs potentiels, et le médium pourra avoir accès à vos futurs potentiels. Et l'intérêt de la médiumnité, plutôt de la voyance, dans le cas précis, c'est justement de vous donner accès à ces possibles. Et vous, par votre libre arbitre, vous allez pouvoir modifier ces possibles. Eh bien, j'avais donné une information sur un médium qui se trouvait de côté de Lyon. La personne disait j'habite à Lyon, est-ce que vous ne connaissez pas un bon médium? Parce que moi, j'ai peur de tomber sur un charlatan. Il se trouvait que je connaissais quelqu'un là-bas, je lui ai donné l'adresse. Bon. La dame était très contente du contact qu'elle avait eu avec son parent décédé, signe de reconnaissance très probant, mais elle était très mécontente parce qu'on lui avait dit qu'il fallait faire attention aux voitures pendant l'été. Alors elle a dit, ben voilà, ça m'a gâché mes vacances, effectivement j'ai réduit mes déplacements en voiture, et je ne l'ai pas eu cet accident. Alors vous voyez, c'était pas bon quoi, le médium, vraiment, il m'a gâché mes vacances. Ben, peut-être que si elle n'avait pas fait attention, elle aurait eu peut-être l'accident, c'est ce que j'ai dit. Ce sont des futurs potentiels, c'est pas pour autant qu'ils vont se produire. Mais fausse prédiction, mauvais médium, non, ça c'est pas bon. La septième et la dernière bonne raison, c'est la transcommunication instrumentale. Alors ça c'est vraiment, je dirais, un palier de plus dans la tolérance, puisqu'on passe de l'abruti intégral, l'abruti moyen, l'abruti léger, voilà. À ce stade-là, je ne croyais pas du tout à la transcommunication instrumentale. J'avais écouté quelques fois, comme ça, sur le net, vous pouvez en écouter. C'est quoi? Ben, ce sont les voix enregistrées des défunts, ou ce sont des images qui sont enregistrées sur des écrans de télé. Et c'est tout à fait surprenant quand on commence à s'y intéresser. Mais enfin, moi je ne m'intéressais pas parce que ça me dérangeait trop. Quoi. Cette France Télécom de l'au-delà, ça avait quelque chose qui ça avait quelque chose qui me perturbait tellement. Et puis j'ai eu une expérience personnelle avec François Brune. François Brune, qui a écrit ce livre que vous devez connaître, qui a été dit aussi largement publié et traduit, Les morts nous parlent, où il a beaucoup étudié sur la transcommunication instrumentale. C'est pas lui qui fait les expériences, mais il étudie ceux qui en font. Et il a une grosse notoriété sur ce sujet-là. D'autant plus que c'est un homme d'église, c'est le vilain petit canard de l'église, comme je le suis de la médecine peut-être. Et quand on lui pose la question, il dit de toute façon, on me fout la paix, une paix pontificale, dit-il. Et on continue donc à écouter le fruit de mes recherches. Et au Vatican, il y aurait une cellule qui s'occuperait, selon lui, de transcommunication instrumentale. Il voulait absolument que je vienne, et je ne pouvais pas venir. J'avais déjà un billet d'avion, je ne pouvais pas venir à la séance qu'il avait organisée à Caen, où il devait être en contact avec son frère décédé par transcommunication instrumentale. Et en fait, j'ai eu, alors là vous allez dire vraiment, il exagère, il complètement fait les slips, mais j'ai eu une perception médiumnique moi aussi.
qui est arrivé, ça fait rire, mais dans la nuit, la lumière s'est éclairée 3 fois dans la chambre éteinte, et j'ai entendu en même temps « Va à Caen ». Alors ma femme a été réveillée par la lumière, elle dit qu'est-ce qui se passe avec la lumière qui s'allume comme ça. Bon, autant vous dire que mon billet, je l'ai changé, et je suis allé à Caen. J'ai appelé le père Brune tout de suite, il dit voilà ce qui m'est arrivé. Ben, il m'a dit, tu as de sacrées invitations de l'au-delà, toi, si tu viens pas là, tu ne dois pas venir. Quoi. Bon, alors j'y suis allé, et effectivement, on a eu une expérience assez folle ce jour-là qui m'a complètement perturbé. Donc on a un poste de radio que l'on règle entre 2 stations, ça fait un bruit assez continu comme ça, et on se met autour d'une table en prière. Donc il y avait Henri Vigneault, le médium, je vous ai parlé tout à l'heure, il y avait Christophe Barbet, un autre médium, enfin, il y avait aussi la sœur du père Brune, il y avait le père Brune, tout le monde priait, donc moi aussi je me suis mis dans cet état de prière, j'ai prié Marie, puisque c'est la façon que je fais pour prier, chacun son truc, comme on dirait. Et au bout d'un moment, on pose des questions. Et on pose des questions, et on entend, au bout d'un moment, on entend un truc comme ça. Au milieu de la... Tout ça est enregistré. Et ensuite, on reprend les enregistrements au moment où ça fait ce bruit particulier. Et on déroule la bande au ralenti. Et on a des réponses à nos questions, aux questions qu'on a posées. C'est quand même assez fou, ça. Mais bon, il faut reconnaître quand même que ça existe. Donc je me suis un petit peu penché sur le sujet, et j'ai vu que, en fait, les voix qui sont recueillies en transcommunication instrumentale ne peuvent pas être humaines, parce qu'elles ont été analysées au laboratoire électroacoustique de Bologne en particulier, et on a vu qu'elles faisaient plus de 1400 Hz, alors que les voix humaines sont entre 80 et 400 Hz. On a vu aussi que les voix en transcommunication instrumentale ne sont pas des voix avec des caractéristiques vocales banales, puisque ce sont les voix qui sont, avec des caractéristiques vocales, des voix enregistrées du vivant, à plus de 90%. En dehors, bien sûr, de la fréquence, hein, mais les caractéristiques vocales sont à 90% celles des voix enregistrées du vivant. Les voix en transcommunication instrumentale ne peuvent pas être reproduites par ordinateur, parce qu'on a des messages simultanés. Vous faites dérouler la bande, ça je l'ai entendu à Caen, à une vitesse vous avez un message, à une vitesse différente vous avez un autre message. Vous avez aussi des voix réverses. Vous faites défiler la bande à l'envers et vous avez un autre message. Vous avez aussi alors ça on l'a vu aussi à Caen, on a tout eu à Caen cet après-midi, des voix qui se déplaçaient des messages qui se déplaçaient sur la bande sonore. Donc c'est-à-dire vous avez un repère, vous l'écoutez, puis après vous changez, vous l'avez, mais un autre repère bien plus loin. Et la même phrase. Alors, les détracteurs disent oui, tout ça ce sont des impostures, ce sont des voix humaines, donc non, c'est pas truqué, ça peut pas être des voix humaines puisqu'on les a analysées. Ça peut pas être des voix qui sont reproduites par ordinateur parce qu'il n'y a pas de logiciel capable de faire ça. Ils ont dit, ben oui, alors c'est le cerveau des consultants qui va provoquer ça. C'est vraiment pour dire que l'au-delà n'existe pas. C'est le cerveau des consultants qui va produire ça sur la bande. Il y en a qui nous donnent cet argument. Parce que c'est comme le principe de la télépathie, sauf que c'est faux, parce que c'est comme dans les messages médiumniques, il y a des personnes qui ne connaissaient pas, des consultants qui ne connaissaient pas l'information, ils s'aperçoivent après que l'information est là. Donc vous voyez, c'est vraiment une 7e bonne raison de croire à une au-delà. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est étudié en France, c'est beaucoup étudié au Mexique, en Allemagne, en Italie, mais en France, je vous l'ai dit, on est un petit peu en retard pour ces choses qui tiennent à la spiritualité, et c'est bien dommage. Alors, le modèle proposé, je ne vais pas insister ici parce qu'on va l'aborder en deuxième partie. On différenciera la conscience analytique de la conscience intuitive que j'ai présentée dans la thèse de François Lallier, et on verra pourquoi il n'y a pas 18%, il n'y a que 18% d'expérienceurs et non pas 100%.
Toute grande idée est d'abord ridiculisée. Je pense qu'on a passé le cap. Puis violemment combattu, je peux vous dire qu'on est encore dans le combat, avec certains personnels que j'ai. Avant d'être accepté comme une évidence, oui, un jour, très bientôt même, je pense, la vie après la vie deviendra une évidence pour tout le monde, l'au-delà aussi. Et ce jour-là, ça sera quand même magnifique parce que nous allons changer ensemble l'humanité. Le chemin de la tolérance, oui, c'est celui-là, le chemin de la tolérance, de l'acceptation, c'est aussi et surtout le chemin de l'amour, et c'est sur celui-là que nous trouverons bien sûr bientôt. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, on va faire une petite pause et puis on fera la suite.